Il faut commencer par souligner que des stéréotypes, on en a. La preuve, on en a mis au moins 3, voire davantage sur son petit papier à l'instant. On en a et surtout, on ne peut pas s'en passer en réalité des stéréotypes. C'est la raison pour laquelle il faut peut-être commencer par en donner une définition. Et puis commencer à réfléchir déjà dans cette perspective en disant bien que du coup, déconstruire les stéréotypes, et du coup, s'en dispenser, c'est une opération qui est vaine d'avance. Donc si c'est ça l'enjeu, c'est loupé en quelque sorte, puisque des stéréotypes, encore une fois, on en a besoin. Les stéréotypes, qu'est-ce que c'est? C'est donc un ensemble de représentations sociales. Alors partagées, il y a un italique sur mon diaporama qui est peut-être pas très lisible là à l'écran. Donc partagées dans un groupe humain à propos des membres d'un autre groupe humain. Puisqu'on parle de stéréotypes au féminin, eh bien, par exemple, les stéréotypes au féminin, généralement, ils sont partagés par un groupe qui est l'autre groupe, donc les hommes, mais ils sont aussi partagés par les femmes qui ont tout un tas d'idées préconçues sur ce dont elles sont capables ou pas capables, sur ce qui relève de leurs compétences, de leurs qualités. Donc, il y a des stéréotypes positifs et des stéréotypes négatifs. Un exemple de stéréotype positif qui va faire plaisir aux messieurs, quand on est un Français à l'étranger, il y a un stéréotype positif sur les qualités de romantisme, les qualités amoureuses des hommes français. Bon, ça, c'est un stéréotype qui peut être positif quand même quand on fait l'expérience de la rencontre à l'étranger. Donc les stéréotypes, encore une fois, ne sont pas forcément que négatifs. Et je suis presque sûre que vous trouveriez des stéréotypes positifs pour ce qui concerne les femmes. Un exemple de stéréotype positif dans le monde de l'entreprise, les femmes dans le monde de l'entreprise, elles auraient une manière de gérer qui serait différente de celle des hommes, elles seraient plus pragmatiques, davantage en prise avec le réel. En gestion RH, elles seraient davantage empathiques, donc du coup elles géreraient avec davantage de douceur, mais néanmoins une forme féminine d'efficacité. Donc encore une fois, les stéréotypes, ce n'est pas forcément que du négatif, hein. Il faut bien avoir à l'esprit que c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer et qui en plus a le défaut d'être complexe. Et c'est tout l'intérêt du laboratoire d'idées du coup de se pencher sur cette notion-là. C'est que dans le cadre de l'entreprise, les stéréotypes, c'est du gaspillage. Les stéréotypes, c'est du gaspillage. La formule est peut-être un peu à l'emporte-pièce, mais elle fait écho à des choses qui sont un peu sorties, notamment depuis le début du mois d'octobre, puisque dans la mouvance d'un certain nombre de mesures prises par l'actuel ministre des Droits des Femmes, il y a eu un certain nombre de chiffres qui ont été donnés. On a notamment présenté la diversité, mais plus particulièrement la mixité et la présence du coup de femmes dans les entreprises comme un levier économique efficace. Alors je crois qu'avant de s'emparer de cette question-là, la première chose qu'il faut souligner, c'est qu'en France, l'égalité entre hommes et femmes, c'est d'abord une question de principe, avant même d'être une question de pragmatisme économique, hein. Je rappelle simplement pour mémoire que l'égalité entre les sexes, elle est inscrite dans le préambule de la Constitution, hein, puisque en date du 27 octobre 1946, on a proclamé, article 3, que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme, donc dans un texte qui est le texte fondateur de l'ensemble de l'appareil législatif français. C'est donc bien une question de principe d'abord. Il peut être intéressant d'avoir un certain nombre d'arguments, on va dire, économiques qui permettent à des gens qui ne seraient peut-être pas épris d'idéaux et de principes de se dire que la lutte contre les stéréotypes dans le monde professionnel, par exemple, c'est quelque chose à quoi on peut avoir à gagner. Alors, par exemple, ce chiffre qui avait été mis sur le site du ministère des Droits des Femmes en plein cœur de la quinzaine de l'égalité, puisque avec la quinzaine de l'égalité au mois d'octobre dernier correspondait la semaine de l'égalité professionnelle. Si les femmes arrivent à des taux d'activité comparables à ceux des hommes d'ici à 2030, c'est une augmentation de l'ordre de 10% du produit intérieur brut qui est envisageable par rapport à ce que serait la situation si rien ne changeait. La déception, par exemple, d'une jeune femme qui voudrait s'orienter d'une manière qu'on qualifie d'ailleurs assez clairement de contre-stéréotypée vers un métier dit de garçon et qui du coup n'y sera pas encouragé par son environnement familial, par exemple. Il sera encore moins encouragé par la sphère éducative. J'ai beaucoup à dire sur le rôle des enseignants en matière d'orientation professionnelle.
Et puis, il sera également découragé par l'organisation même du monde du travail, hein, puisque s'imposer en tant que femme dans un monde réputé masculin, et là, pour la peine, ça fait partie des limites un peu de la réflexion quand on essaye d'inciter des jeunes filles qui en ont envie à s'orienter vers des métiers contre-stéréotypés. Il faut avoir conscience que l'accueil qui est fait à ces jeunes filles dans un monde du travail masculin n'est pas toujours simple, et que s'il n'y a pas un vrai travail, une vraie réflexion menée par les entreprises, pour faire en sorte que cet accueil se passe bien au sein des équipes et puis parfois d'un point de vue purement logistique, là aussi on pourrait donner des exemples très divers, et ben, c'est des jeunes filles qui peuvent être des jeunes filles et puis des femmes qui peuvent vivre leur vie professionnelle de manière extrêmement pénible. Donc ça, c'est ce qu'on pourrait appeler un coût individuel. Les coûts sociaux, ben, c'est la même chose transposée à l'échelle de la collectivité. Et ces coûts sociaux, c'est important de le souligner, ça fait très longtemps qu'on en a pris conscience. Les premières incitations pour que les filles s'orientent vers des métiers dits masculins, pour aller vite, ingénieure et technicienne, c'est le début des années 80. À l'époque, la ministre des droits des femmes s'appelait la ministre des droits de la femme, et c'était Yvette Roudy. Donc ça fait maintenant plus de 30 ans qu'on sait qu'il y a un coût social important parce qu'il y a un certain nombre de talents, de talents féminins par exemple, qui ne sont pas optimisés et que du coup, il y a des capacités d'innovation qui n'y sont pas. Donc il y a effectivement des coûts sociaux. Et puis des coûts économiques. Alors du coup, je redonne deux autres chiffres, puisque je me dis que dans l'entreprise, les chiffres, c'est quelque chose qui intéresse particulièrement. 105 300 €, c'est le coût de la scolarité d'un enfant aujourd'hui en France. Si on additionne toutes les années de la première année, j'ai pris la scolarité standard, un petit enfant qui rentre à l'école maternelle et qui va jusqu'au baccalauréat en admettant qu'il ne redouble jamais. Bon, on est dans une bonne configuration. Et qu'il ou elle choisit une voie, on va dire, générale et technologique. Donc 105 300 €, c'est du coup l'investissement que, puisque en France, l'essentiel de l'enseignement relève du public, c'est l'investissement que l'État consent à faire. Et cet investissement, aujourd'hui, on sait qu'il est à fond perdu pour une bonne partie, enfin en tout cas qu'il sans doute ne rapporte pas autant qu'il faudrait, puisque quand on regarde, j'évoquais tout à l'heure, la manière dont les jeunes filles s'orientent et se professionnalisent souvent en dessous de leur niveau de diplôme. Donc ça veut dire qu'on a dépensé de l'argent pour former des gens qui derrière ne trouvent pas un emploi à la hauteur de leurs compétences. Et puis 105 300 € d'investissement sur une éducation du début à la fin, c'est autant effectivement d'argent perdu quand, par exemple, quand les jeunes femmes, y compris peu diplômées, parce que là je suis juste sur le coup au niveau du bac, ne s'investissent pas dans la sphère professionnelle. Donc finalement de l'argent qui est dépensé en pure perte. Puis le dernier chiffre que je souligne, c'est le chiffre de 9%, plus 9% du PIB par habitant chaque année. C'est la conséquence de l'augmentation du niveau d'études. À chaque fois que le niveau moyen d'études en France augmente d'une année, le produit intérieur brut augmente de 9%. Donc il y a des vrais enjeux effectivement éducatifs à faire en sorte que les filles comme les garçons trouvent un plein épanouissement dans leurs études et augmentent du coup les unes comme les autres leur niveau de qualification pour ensuite s'épanouir dans une sphère professionnelle qui est rémunératrice évidemment pour des individus mais aussi pour le collectif et puis qui est aussi, soyons un peu moins cyniques, une source d'épanouissement au quotidien. En tout cas, c'est comme ça qu'il faut le souhaiter. C'est un moment qui correspond à l'interview qui est faite d'un vendeur de jouets. Alors, qui dit des choses habituelles, c'est-à-dire les filles aiment les poupées et les garçons aiment les jeux de construction, mais qui dit des choses plus intéressantes encore. En tout cas, moi, j'ai relevé certaines choses intéressantes, notamment le fait qu'il attribue une capacité à l'imaginaire qui est différente pour les filles et pour les garçons, avec l'idée que si les filles ont une passion pour les jeux d'imitation, c'est parce qu'elles n'ont pas d'imagination, alors que les petits garçons, eux, ils s'amusent aisément avec des choses qui n'existent pas, par exemple des super-héros ou des choses comme ça, bon, des dragons, enfin... Et donc, du coup, vous voyez bien comment, avec l'idée, cette idée est très présente chez les profs des écoles. Moi, je fais le test régulièrement quand je suis en formation avec des profs des écoles. Si, les garçons, ils imaginent plus de choses que les filles. Vous voyez bien comment ce qui est l'imaginaire dans l'enfance devient l'inventivité dans la sphère professionnelle, la capacité d'innovation. Si on n'a pas développé un imaginaire petit enfant, on a peut-être davantage de peine à être dans l'innovation quand on est devenu grand. Donc cette socialisation différenciée, elle forge des compétences, elle forge des caractères, un apprentissage de l'empathie chez les filles qui se fait de manière très précoce,
À l'inverse, une valorisation de la motricité et plus généralement de la prise de risque chez les hommes, qui du coup va bien sûr avoir des compétences sur la manière dont les unes et les autres investissent la sphère professionnelle. Conséquence évidemment de ces choix d'orientation scolaire et professionnelle, eh bien, des inégalités sexuées. Hein. Bon, il y a beaucoup de femmes qui s'occupent des enfants petits, bon, et il se trouve que, tiens, comme c'est curieux, c'est un métier qui n'est pas très valorisé ni socialement ni économiquement, par exemple. Inversement, des dirigeants d'entreprises autoritaires, avec une capacité à la prise de décision et à la prise de risque, eh ben, on en a davantage qui sont des hommes, là encore, hein, pour des raisons qui sont essentiellement éducatives, et du coup, il y a des inégalités sexuées qui découlent de ces stéréotypes qu'on a initialement mis en route, et du coup, des différences de traitement, des différences de statut, qui font que la réalité telle qu'on la fréquente tous les jours nous montre que les femmes sont davantage dans certaines sphères professionnelles et que les hommes sont davantage dans d'autres types de comportements professionnels, et du coup, ça nourrit le stéréotype sexué. Pour dire les choses de manière un peu lapidaire, du fait que les femmes sont massivement présentes dans les métiers du soin et par exemple de la prise en charge de la petite enfance, on déduit que c'est un métier de femme. Et comme on déduit que c'est un métier de femme, on éduque les filles à ce que ça soit quelque chose qui les passionne, et du coup on nourrit évidemment la boucle des stéréotypes. Par exemple, effectivement, on invisibilise, parce qu'on dit que les métiers féminins ne sont pas pénibles, on invisibilise la pénibilité de certains métiers féminins. Par exemple, le métier d'aide-soignante. Hein. Ça, c'est une découverte que font les étudiants en médecine, puisqu'ils font un stage qui est dit stage infirmier à la fin de leur première année de médecine, quand ils ont réussi leur concours. En fait, ils font aide-soignant dans un service tout l'été. Et ils reviennent, les grands gaillards, là, je parle principalement des garçons, généralement c'est eux qui le disent, en disant « j'ai mal au rein hein ». Parce qu'effectivement, retourner des mamies qui ont l'air fluettes à longueur de journée, parce que pour faire un lit, on déplace pas on laisse le patient dans son lit, hein, mais il y a une technique bien particulière pour faire le lit. On déplace effectivement plusieurs dizaines de kilos de poids mort hein, de quelqu'un qui se laisse entièrement faire, et c'est extrêmement pénible. On ne le voit pas parce qu'on dit les femmes ne sont pas capables de tâches pénibles, donc ce n'est pas des métiers pénibles, donc on ne voit pas la pénibilité. De la même manière, l'autorité, qui n'est pas réputée être une qualité féminine, elle est considérée du coup comme absente, là aussi, d'un certain nombre de métiers. Alors, c'est une des raisons par exemple pour lesquelles on s'alarme beaucoup de la féminisation massive du métier d'enseignant et à tous les niveaux d'enseignement. Mais on note quand même que ça inquiète moins, on va dire, l'institution. Quand il s'agit de la féminisation des tout premiers niveaux, l'école maternelle et puis après l'école primaire, on s'affole un peu plus quand on voit qu'il y a dans certaines disciplines 75-80% d'enseignantes au collège ou au lycée. Et un des arguments essentiels qui est mis en avant, c'est que ces femmes ne sont pas suffisamment autoritaires, et donc du coup, c'est un des facteurs explicatifs de l'échec scolaire, et notamment de l'échec scolaire des garçons. Ce qui n'est pas complètement faux, mais c'est évidemment pas le seul facteur explicatif, loin de là. Hein. Donc, et puis ne serait-ce que parce que je peux vous garantir, pour en avoir croisé un certain nombre, qu'il y a beaucoup d'enseignantes qui ont toute l'autorité requise. Bon, et puis évidemment, une autre sphère dans laquelle on considère que les femmes n'ont naturellement pas leur place puisqu'elles sont dépourvues d'autorité, donc évidemment je l'ai incarné par la femme autoritaire, la femme dame de fer par excellence, c'est la sphère politique. Hein, là encore, il faut prendre des décisions, il faut être actif, efficace, rapidement et s'imposer, y compris dans la prise de parole. Eh bien, dans la sphère politique, là encore, l'autorité féminine n'est apparemment pas suffisante pour que les femmes s'y imposent. Et puis, dernier domaine, c'est la question de l'ambition. Les femmes sont réputées moins ambitieuses, et à tous les niveaux. C'est-à-dire ambitieuses de manière symbolique. Elles ont moins envie de réussir, ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent, elles ont moins envie d'arriver au meilleur niveau que les garçons, c'est les garçons qui sont compétitifs, les filles le sont peu. Et puis elles sont moins intéressées par l'argent, donc elles sont moins susceptibles de s'orienter vers des métiers rémunérateurs que les garçons. Cette idée-là, elle est très présente dans l'esprit notamment des gens qui peuvent être conseillés au niveau de l'orientation professionnelle quand on a des collégiens, des lycéens et après même au niveau du post-bac. Alors évidemment, la question de l'ambition, il faudrait raffiner
un tout petit peu, même largement l'analyse, en soulignant qu'il y a des différences considérables selon l'origine sociale des jeunes qu'on prend en considération. Il y a évidemment des jeunes femmes qui ne manquent pas d'ambition, mais parce qu'elles ont par exemple sous les yeux un certain nombre de figures féminines fortes, peut-être à commencer par leur mère. Mais cette idée-là, que l'ambition est quelque chose qui est très mal partagé entre les sexes, là aussi, ça a des conséquences sur la manière dont les femmes s'engagent dans la sphère professionnelle. Alors j'en viens presque au terme de mon diaporama, c'est promis, et j'évoque simplement, presque pour terminer, la question de la collaboration. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir très rapidement? Eh bien qu'avec tous ces stéréotypes, les femmes, aujourd'hui, elles sont soumises à un double standard. Être femme, ça veut dire être une mère épanouie, qui assure les mercredis, qui cuisine, mais qui bosse à plein temps, qui réussit dans sa vie professionnelle et qui aussi veille sur le fonctionnement de son foyer. Donc ça, c'est un double standard, un double regard et des injonctions paradoxales. Le chat le dit mieux que moi. Qu'est-ce que c'est une injonction paradoxale? C'est ce qui vous tend là. Il est interdit de lire cette inscription. Bon ben voilà, c'est cuit. Donc voilà, une manière de dire aux gens qu'il ne faut pas faire ce qu'ils sont en train de faire et qui évidemment est extrêmement stérilisant pour les femmes, mais pour les hommes aussi, qui sont également soumis à des injonctions paradoxales. Du coup, par exemple, l'affirmation de soi, la capacité de collaboration, ben voilà, sur ces deux items-là, il y a des injonctions paradoxales. Il faut que les femmes s'affirment. On dit c'est important, une femme, qu'il faut s'affirmer dans la vie professionnelle. Mais une femme qui s'affirme trop, un peu grande gueule quand même. Bon, il faut quand même savoir garder la mesure. De la même manière, capacité de collaboration, il faut savoir collaborer, savoir s'organiser. Regardez la promotion qui est faite par exemple des réseaux féminins. Mais bon, il faut quand même aussi veiller à ce que ces réseaux soient mixtes, à l'ouverture, sur la collaboration dans un strict entre-soi, c'est quelque chose qui n'est pas valorisé, alors que, par exemple, il y a des capacités de la capacité de collaboration dans l'entre-soi exclusivement masculin, c'est quelque chose qui a longtemps existé, qui continue d'exister, les réseaux masculins à 100%, il n'y a pas que dans les clubs anglais de l'Inde coloniale que ça existe, et là, par contre, ça pose un peu moins de problèmes. Pourquoi faut-il lutter contre les stéréotypes? Eh bien parce que, vous l'aurez compris, les stéréotypes, ce n'est pas un problème en soi. Les stéréotypes, c'est des idées et des croyances, des généralisations souvent abusives, mais finalement, c'est de dire, voilà, je crois. Je crois que les femmes sont moins autoritaires, je crois que les hommes sont plus compétitifs. Vous croyez ce que vous voulez, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est quand le stéréotype devient préjugé et que du coup, sur l'idée que les femmes sont par exemple dépourvues d'autorité, on va porter un jugement en disant du coup elles sont pas susceptibles de faire certaines tâches ou de remplir, de s'épanouir dans certains types de métiers. Et conséquence de ce préjugé, eh bien on met en place des actes ou des comportements. Donc on passe du jugement au comportement et du coup on va exclure de manière efficace, concrète, en ne recrutant pas, par exemple, sur certains types de postes qu'on considère plutôt de manière implicite, en n'incitant évidemment pas les candidatures féminines, par exemple, sur certains types de postes. Et alors du coup, juste peut-être une idée dans la perspective et pour ouvrir les rencontres à venir sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut faire du coup, puisque j'ai commencé en disant les stéréotypes, on ne peut pas s'en défaire. Mais il faudrait quand même pas trop en faire avec ces histoires de stéréotypes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par essayer de décatégoriser, c'est-à-dire au-delà de la catégorie de cet exogroupe dont j'ai dit tout à l'heure que j'oubliais les différences interindividuelles, puisque je regarde la chose comme un package sans nuance, il faut essayer de regarder les individus pour essayer de détecter des talents individuels, au-delà de l'idée que je me fais d'un groupe de personnes. C'est quelque chose qui est au cœur de toutes les politiques de la diversité. Par exemple, la mixité en est un des items parmi d'autres. Et puis la deuxième chose qu'on peut essayer de faire pour lutter contre les stéréotypes, c'est cette fois-ci pas de déconstruire les groupes, mais d'en construire de plus grands. Et par exemple, dans la sphère professionnelle, recatégoriser, ça peut être quoi? Ça peut être arrêter de raisonner, si je me mets dans la peau d'un RH, en termes d'hommes et de femmes. Mais raisonner, par exemple, en termes de catégories. Il y a les cadres, et hommes et femmes, ils rencontrent le même type de problématique parce que hommes et femmes, ils vont être, par exemple, susceptibles de déplacements professionnels, ils vont être susceptibles de réunions tardives, et ça les concerne quel que soit leur sexe également, puisque du coup, ça permet de se sortir de l'idée que les hommes sont susceptibles d'apprécier les réunions très tardives en soirée, alors que les femmes, en revanche, elles préfèrent se les épargner.
Si on additionne les deux, on va peut-être prendre en considération les situations individuelles. Par exemple, des gens qui sont mariés, quel que soit leur sexe, plutôt que hommes ou femmes, ils vont être peut-être davantage soucieux d'articuler leur temps de vie. Donc là, c'est le statut matrimonial. Ou la situation dans le groupe. De la même manière, par exemple, je parlais des cadres, mais si on regarde ce qu'il en est au niveau, par exemple, des agents de technique, des agents de production, raisonner en termes d'agents de production plutôt qu'en termes de différence des sexes, ça a des conséquences. Par exemple, sur l'adaptation de l'ergonomie des postes. Je ne me dis pas il y a des hommes ou il y a des femmes, mais je me dis mes agents techniques qui portent des charges lourdes, ils ont également besoin, quel que soit leur sexe, que j'allège leurs tâches. Et du coup, j'améliore les conditions de travail, non seulement pour les femmes dans ces métiers-là, mais pour évidemment l'ensemble de la catégorie qui fait le même type de travail. Et donc du coup, là, on commence à proposer un peu des avancées concrètes pour essayer de se départir un peu de ces stéréotypes qui sont souvent invalidants.